Bah là, on peut revenir un petit peu sur ce qu'on a dit la dernière fois, puisque la plupart d'entre vous n'étiez pas là. Donc, les néoplatoniciens, le néoplatonisme, c'est un courant de la fin de l'Antiquité, qui parle grec, et qui s'oppose et qui reprend des éléments à la fois du christianisme orthodoxe et aussi de la gnose, qui a donné lieu à des échanges polémiques dont on a beaucoup de traces. Et donc les 4 philosophes principaux sont dans l'ordre Plotin, ensuite Porphyre, Jamblique et Proclus. Il y en a d'autres, mais c'est les 4 dont on a le plus le corpus est le plus grand. Voilà. C'est vraiment des très grands corpora. Et le premier, Plotin, qui est aussi le plus connu, qui a écrit donc une série de traités qui ont été édités par son disciple Porphyre, dans l'ensemble de 6 livres, composés chacun de 9 traités qu'on appelle les Énéades. Voilà. Et donc, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé un peu en général du néoplatonisme, ce que c'est, quelles sont les idées principales, remarquables, etc. Et après, on s'est dit qu'on allait lire des extraits de chacun individuellement. Alors, aujourd'hui, je vous propose de lire un des premiers traités de 1.6, qui est le premier dont voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 2 façons d'éditer, il y a 2 éditions des Énéades. Il y a l'édition porphyrienne, qui de référence, première Énéade, traité 6, voilà, mais il y a aussi l'édition chronologique. Et dans l'édition chronologique, c'est le tout premier, sur le bout. Voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, ou si vous avez des remarques ou des réflexions préliminaires sur le beau pour réfléchir avant de lire. Si en ligne vous voulez aussi intervenir, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait se demande qu'est-ce que le beau? Bon, le premier truc qui me vient en tête, c'est dans la tête de chacun, on oblige quelqu'un à parler. Oblige quelqu'un à parler. Donc, je faisais ça et bah, ça marchait très bien. Pardon. Alors, moi, en fait, c'est vrai que j'ai déjà une théorie platonicienne naturellement sur le beau, donc mais c'est vrai que j'ai lu ça il y a très longtemps et que ça m'a convaincu. Je me suis dit que c'était la traduction d'une unité première que nous ressentons, l'intuition, parce que on en provient, nous y aspirons. En fait, il y a genre une hiérarchie du beau, non? C'est-à-dire que si tu vois un truc qui t'inspire un peu du beau, je sais pas, un poème, une peinture, est-ce que c'est un beau moins évolué que la forme du beau? Parce que Platon, c'est tout par rapport à la forme intelligible, qui est vraiment le summum. Tu veux participer plus ou moins de l'idée dont tu participes. Mais rien ne participe plus que le beau lui-même. Enfin, le beau lui-même ne participe pas de lui-même, il est lui-même. Voilà. Okay. Le beau, la forme du beau n'est pas... Ah, ça, c'est compliqué comme question. Elle devrait l'être, mais disons que ça se entraîne un problème. Oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, mais c'est vrai que du coup, avec Plotin dans ce texte aussi, disons qu'on voit que le beau, en fait, il y a une. Mais je crois même que dans tout le traité que j'ai lu cet après-midi, en fait, il y a une espèce de. Je vais mettre enregistré. Donc, c'était déjà enregistré par d'autres sources. Je ferme la parenthèse. Dans ce traité, en fait, il dit que le beau est immédiatement après le bien, ou qu'il pourrait être ce bien, tranche pas sur la question. Donc, disons quand même que
Donc voilà, quand on pense à Platon, c'est la théorie des idées qui sont dans l'autre monde, mais il n'y a pas trop, ou disons pas aussi explicitement qu'après, de hiérarchie ou de théorie sur l'agencement de ces idées les unes par rapport aux autres. Alors que chez Plotin, chez tous les néoplatoniciens, il y a les trois hypostases principales qui sont l'un d'abord, ensuite le nous, donc l'intellect, et la psyché, l'âme. Voilà. C'est à partir de ces trois principes, ces trois hypostases, plusieurs noms qui sont donnés, que tout dérive. Donc, les idées comme par exemple, le beau ou le bien, ça vient quand même déjà après. Voilà. C'est parce que ça vient après, parce que ça participe déjà d'une unité. C'est déjà un peu c'est soumis à l'un. Ouais, tu as dit que ça participe, c'est en dessous du 1. Oui. Qu'est ça. Ouais. Et c'est moins, parce que le 1, il a une supériorité qu'il est simple, en fait. Et le 1, effectivement, il est tellement simple que, disons, on ne peut presque pas le penser. Bon, mais tout ça, c'est des théories qui relèvent un peu des subtilités de la métaphysique de Plotin, mais dans ce texte, il n'y a pas besoin forcément de voir ça en tête. Cette question au début qui est posée, c'est qu'est-ce que le beau? Est-ce que ça existe le beau? Ou est-ce qu'il n'y a que des choses belles, des corps beaux? Voilà. Alors si, en Basile, qu'est-ce que le beau? Une grande question. Allez, donc ta question, est-ce qu'il existe un beau absolu? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu parles du beau? Est-ce qu'il y a justement est-ce que ça dépend de chacun? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que par exemple toutes les choses belles ont quelque chose en commun? Le fait d'être beau, qu'est-ce que c'est pour les choses belles d'avoir en commun le fait d'être beau? C'est quelque chose d'assez intuitif, je rejoins là-dessus. Je ne sais pas si c'est dans la théorie haïtienne que ça relève. Oui. Mais on ressent le beau. Quoi. C'est difficile de décrire. C'est quelque chose donc on le ressent, c'est ça. Le beau, c'est quelque chose qu'on ressent. Je pense. D'accord. Oui. Une question linguistique. C'est quoi la différence entre le beau et la beauté? En grec? En français, non. Voilà. Parlons du grec alors. Est-ce qu'il y a alors? Non mais elle demande en français parce qu'elle. En français. C'est ça. Ah mais en tout cas le beau, la beauté, c'est. Je pense pas qu'il y ait de. Je pense qu'on peut utiliser l'un pour l'autre. On utilise pareil. Dans toutes les langues, il doit y avoir ça, mais c'est vrai que la beauté, c'est un substantif plus substantiel en fait, vu qu'il y a le T qui est un suffixe qui sert à construire les substantifs. Donc si on utilise l'adjectif comme substantif, ce serait quelque chose de moins formel et moins absolu que la beauté, quoi. Par exemple, est-ce qu'en anglais, ce sera beauty ou quelque chose d'autre? The beautiful and the duty. Il y a ça en fait, d'ailleurs, ça vient de France, la beauty, c'est la beauté en français, je pense. Ouais. Comme beaucoup de mots en anglais. Mais je pense pas qu'ils traduisent par beauty, je pense qu'ils diraient. Non, ils disent the beauty, c'est la beauté. Là, tu peux aussi dire the beauty. D'accord, the beauty. Voilà. Bon, en grec, soit on marque to kalon comme ici le premier mot, ce qui est donc la substantivation d'un adjectif, donc c'est le beau, la chose belle. Mais on peut aussi dire to kalos avec deux L. Et dans ce cas, c'est la beauté, donc c'est plus une substantivation. C'est quoi, vraiment instinctif, c'est vrai que beauté et beau, les traducteurs, c'est beauty et beauty. Beauty. Ah bon, d'accord. C'est ça, vraiment. D'accord. Je pense qu'il y a un peu absolu, mais ça me semble simple. Non, je pense que c'est bien. Das Schöne ou Die Schönheit, on peut dire les deux. Non. Mais ouais, en fait, je pense qu'en fait, il y a aussi The Beautiful, parce qu'on peut substantiver tout adjectif, je pense. Je dirais bien un philosophe dit The Beautiful, parce que c'est vrai qu'ils utilisent souvent l'adjectif pour exprimer l'objectif dans l'abstrait. Donc, voilà.
enfin, disons, donner des définitions à est-ce que quelque chose, voilà, déjà, pour est-ce que c'est la beauté, il serait déjà s'investir un peu philosophiquement, dire, voilà, et que, bon, que la beauté, puisqu'il y a le T à la fin qui est la marque de la, comment dire, de l'abstraction. On pourrait dire que c'est plus, ça relève plus d'une théorie platonicienne que le beau, qui est juste, ce serait peut-être une somme, je sais pas. Voilà. Bon, alors, déjà, ce qui est bien avec Plotin, c'est qu'il prend les choses les unes après les autres. Donc, le beau, où est-ce qu'on le trouve d'abord? Surtout dans ce qui relève de la vue. Bon, c'est déjà une question qu'on peut se poser. Il donne une suprématie dans un sens en particulier, là, ouais. Une suprématie qu'on pourrait remettre en question. Du coup, en tout cas, il a d'être assez évident que tout ce qu'il y a au niveau de la vue, du coup, c'est au-delà de tout ce qu'il y a dans le son, dans l'odeur, etc. Ouais, c'est quelque chose d'assez commun quand on regarde la métaphysique d'Aristote. Il dit aussi que, comment dire, la connaissance est, disons, le plaisir de la connaissance passe par la vue. C'est par la vue qu'on connaît le mieux les choses. C'est par la vue qu'on connaît aussi le mieux le beau. Ouais, il dit aussi. Mais je pense que c'est vrai, moi, franchement. Je pense pas qu'il dit une banalité, là. Il le pense vraiment, c'est un truc. La vue, c'est pas un sens parmi d'autres. Mais Aristote dit aussi que c'est à travers la vue qu'on connaît plus souvent et qu'après aussi on dit très souvent qu'on a vu alors qu'en fait on a compris. Et je pense qu'il y a peut-être, moi en français je crois qu'on dit aussi, ouais, j'ai pas, mais mais après t'es les yeux de l'esprit d'ailleurs aussi. Donc le beau est surtout dans ce qui relève de la vue, mais il est aussi dans les sonorités, lorsqu'elles sont des compositions de mots. Et d'une façon générale, il est dans tout ce qui a trait aux muses. En musique, on peut dire dans la musique. Mais, de fait, les chants, les rythmes sont beaux. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses qui nous viennent à l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? Est-ce que c'est... Si après, l'idée de Plotin sera de dire, voilà, ça c'est notre accès premier au beau, c'est par les sens, mais c'est une beauté qui est, comment dire, moins pure, enfin, qui est inférieure à la beauté à laquelle on accède par abstraction. Voilà. Et puis aussi des choses intéressantes. Alors, quel mot? Composition. C'est quelque chose qui a été discuté, notamment la grande théorie du beau des stoïciens, c'est la beauté, c'est l'harmonie des parties, la symétrie. Est-ce que la beauté, c'est un rapport qu'ont les parties entre elles? Ça semble assez évident. Plotin lui dira non, c'est pas ça, parce qu'il y a des choses pures, des lumière très pure qu'on trouve belle. On ne peut pas dire que c'est une composition, là. Ou alors des sons qui sont parfaitement beaux sans être multiples. Parce que la première idée qui a été proposée par Basile, c'est que ceux qui ont en commun les choses belles, c'est la beauté des choses belles, c'est comment dire, ce que ça produit en nous, c'est un sentiment, une sensation, une sensation de beau. Voilà. Donc ce serait dans, subjectif. Ce serait dans la sensation. Donc il y a un sujet qui a été dépisté pour que quelque chose soit beau dans ce cas-là. Ça c'est quelque chose qui est beau. Bah, selon la théorie basique, c'est évident. C'est beau pour quelqu'un. Non, pas forcément. Parce que si la beauté est uniquement dans la sensation, une sensation de ah c'est beau ça, alors ouais, mais c'est parce qu'on a bien une sensation
Qui nous C'est- donnait après, c'est- l'intuition. Ah oui, mais c'est parce qu'il a dit ça. Ça, Ok, c'est ce que dit Plotin, oui. Ok. Voilà. Donc, maintenant, puisque c'est une vision qui, je pense, est assez répandue, est-ce qu'il va réussir à nous convaincre que ce n'est pas le cas, Plotin? Le Oui, beau, c'est du relatif. C'est ça ce que tu dis, en fait. voilà. Le beau, ça peut être aussi une formule de l'harmonie, par exemple, qui est culturellement donnée par rapport au contexte. Mhm. Dans un espace-temps, on a des codes qu'on met ensemble qui créent une harmonie et qui va être considéré comme beau. Donc, s'il fallait simplifier, tu dirais, le beau, c'est la correspondance avec les codes d'une société, avec les codes de beauté d'une société. D'accord. Plotin ne serait pas d'accord avec toi. Mais je pense que c'est vrai. C'est des thèses qui sont assez difficiles à défendre, les thèses platoniciennes. Actuellement, oui. Ouais. Disons qu'à l'époque, c'était à peu près la traduction philosophique de l'état d'esprit du. Oh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, en fait. C'est vrai que. Mais les Grecs avaient. Je suis sûr que tout le monde disait ah oui, mais regarde, toi, tu trouves ça beau, moi, je trouve pas ça beau, la beauté, c'est dans les yeux de chacun. Je pense que. Non, au contraire, je pense qu'ils diraient que, par exemple, ils seraient tous d'accord pour dire que la statue de Zeus était belle, par exemple. Et je sais pas si y en a un qui arrivait puis qui disait moi je trouve pas ça beau, tout le monde dirait bah t'as tort, ou bien il dirait quoi? Je pense que je suis sûr qu'il y a des. Parce qu'il devait y avoir 99,99% des gens qui la trouvaient belle, la statue d'Athéna ou l'Acropole. Mais alors si le beau de la thèse platonicienne, néo-platonicienne, ne dépend pas du regard de chacun et puis de l'effet que ça produit, ou de la correspondance avec des codes communs, le fait que les gens trouvent beau ou pas la chose qui est belle, ça ne change rien au fait que la chose est belle ou non. Si la beauté est quelque chose qui est attribut de la chose, non pas de spectateur, alors le fait une chose belle sera indifférente à la vie générale. Peut-être qu'une chose sera belle, même si tout le monde la trouvera laide. Non. Mais on pourra. Mais si il faut que tout le monde trouve quelque chose de beau pour qu'il soit beau, alors on revient à la thèse. Pas. Mais c'est un indice. C'est un indice. Quelque chose est sans doute beau. Et comment dire, c'est sûr qu'après, il y a la thèse, disons, essentialiste sur est-ce que c'est beau ou pas, qui pour nous est un peu naïve, mais je pense que pour eux c'était très sérieux. Et que quand tu lis Platon, tu vois qu'il pense que ça c'est beau, ça c'est pas beau, comme je dis, ou Aristote même. Et mais que disons que le beau existe, disons que essentiellement d'accord, mais il ne peut pas exister essentiellement sans se partager, c'est absurde. Parce que il pense que le beau existe en soi, mais il pense que c'est absurde de penser que personne ne sait ce que c'est que le beau et que personne n'a la beauté en vue, parce que c'est sûr qu'il y a un facteur subjectif. Mais lui, il relie ce subjectif avec. Il y a un facteur subjectif. Un facteur subjectif, ce serait juste la comment dire, la parenté que l'âme a avec, de façon innée avec le beau. Ce serait ça le côté subjectif. Tout à fait. C'est-à-dire que le beau existe indépendamment, mais l'âme a une certaine parenté. Sa subjectivité révèle ce beau. Parce que, je continue, je suis Plotin, parce qu'elle a connu le beau et le bien, et elle le reconnaît intuitivement dans le beau. C'est ça la thèse de Plotin. On ne cache pas les yeux. Quoi. Bon, on abandonne l'association pour s'élever vers ce qui est en haut. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour lire? Ah, vas-y, je défile déjà, comme ça tu peux lire. J'enchaîne. J'enchaîne à partir de là. Ok. Alors, et pour ceux qui abandonnent la sensation pour s'élever vers ce qui est en haut, sont belles aussi les occupations, les actions, les dispositions acquises et les sciences, sans parler de la beauté des vertus. On peut déjà commenter peut-être là. Oui. Là, on voit ce qu'il dit. Première chose qu'on trouve beau, c'est des choses qui relèvent directement des sens. Des choses bien ordonnées, des beaux sons, etc. Première étape en échappant en se détachant de la sensation, c'est
en façon un petit peu plus abstraite, c'est les occupations, les actions, les dispositions, les sciences, les vertus. Les vertus, c'est encore un niveau au-dessus. Ça, c'est quand même C'est aussi intéressant. Là, ça ouvre bien. Je dis Oui. Alors déjà, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Ou bien est-ce que ce type de mot-là, une belle action, c'est beau tout à fait, la beauté d'un théorème mathématique est du même ordre que la beauté de, je sais pas, d'un truc qu'on voit qui est beau. Maintenant, la physique. Physique. Sur la Tu aimes physique. une action que quelqu'un fait et que tu aimes quelque chose physiquement. Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est parce que ça te plaît au regard, si c'est pas ce que tu aimes ou que ça te plaît au son. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais quand, en tout cas, si on voit quelque chose que tu trouves beau, c'est parce que c'est une phase physique. Imagine maintenant, si quelqu'un est beau et sexy, par exemple. imagine maintenant que tu mais vois c'est pareil. un objet qui est l'objet le plus beau imaginable. Parfait. Maintenant, pense par exemple à l'action la plus belle imaginable. On va parler des idées. Alors, qu'est-ce qui sera le plus beau? Ce sera l'action la plus belle ou bien ce sera l'objet le plus beau? Ou est-ce qu'ils sont bons et sont beaux de deux façons différentes? Mais par d'une action juste plutôt que d'une action d'un sportif magnifique, j'ai l'impression. Ah non? Il parle plutôt d'une action juste, c'est une question. Ouais, mais l'action, c'est juste, Ça peut être un revers de Federer, par exemple. Mais moi, je pense que c'est ça, mais après moi, je pense qu'il parle plutôt d'une belle action et d'une action juste. oui, mais après, ça, je pense que ça vient encore après les vertus. Moi, je pense qu'il ne pense même pas au revers de Federer. Non, mais d'accord, tu peux au revers de Federer, mais il y a des choses. Au truc du lutteur qui C'est mais je sais pas, par exemple, ouvrir la porte à une femme qui veut passer, ça c'est une action. C'est pas non plus une action prodigieusement bonne, on peut dire que c'est beau d'une certaine façon. Tout à fait. Mais ce qui est peut-être ce qui est assez intéressant, c'est quand il dit qu'il y a une beauté des vertus et des sciences. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il assimile le vrai, le bon et le beau un peu? Je sais pas. Oui, c'est clair. Parce qu'ils assimilent, en tout cas, ils sont dans un rapport assez privilégié. Ils sont pas qualifiés, en tout cas, mais ils sont. Ils émanent du 1, quoi, en fait. C'est-à-dire, en fait, le problème aussi, je pense que ce que fait Plotin aussi, c'est, disons, d'ordonner cette métaphysique qu'a fait Platon pour justement, enfin, pour donner une hiérarchie qui permette d'expliquer pourquoi il y a certaines choses qu'on ne peut pas connaître, pourquoi est-ce qu'une partie du beau on le connaît, pourquoi une autre partie du beau on le connaît pas. Ben, c'est parce que le 1 est tout là-haut et qu'il est inaccessible. Il est inaccessible. Ouais. Et la question, donc, est-ce qu'il y a une beauté antérieure à cela? Parle un peu plus fort. Donc c'est ça la vraie question. Donc, il y a plusieurs choses, et plein de types de choses qu'on peut dire belles, à la fois des actions, des objets, des sensations, des sciences, des vertus. Mais est-ce que, voilà, elles ont quelque chose en commun? Et si elles ont quelque chose en commun, c'est quelque chose, c'est difficile de dire qu'il n'est pas antérieur à toutes ces choses. Voilà. Avant, tu avais mentionné le 1, typiquement c'est ça que toutes les actions elles ont en commun. Enfin, je reprends, j'avais cours de philosophie médiévale ce matin sur Jean Scott Erigen, on parlait justement du principe unique, du coup, et puis justement c'est ça, toutes ces actions, enfin toutes les choses qui existent, elles viennent de ce 1 et cherchent à y retourner, et donc c'est ça qu'elles ont en commun, c'est que le 1 est fondamentalement beau, donc tout ce qui vient du 1 est fondamentalement beau, et comme tout vient du 1, bah, tout est beau. Du coup, c'est ce qu'on pourrait affirmer. Là, ça gênerait les philosophes, en tout cas. Mais Jean Scott Erigen, il dit pas ça, j'imagine. Non, mais Jean Scott Erigen, il parle du principe unique, du coup, ça... Mais c'est vrai que ça, c'est un des premiers philosophes, disons, d'avant la scolastique, et c'est vrai que tous ces philosophes, les pères de l'Église, et avant le XIe siècle, en fait, ils étaient tous complètement imprégnés de philosophie néoplatonicienne. Alors, c'est cette question, alors comment les choses procèdent des choses qui leur sont antérieures, c'est aussi une question très compliquée. Alors, parce que je
justement, on ne procède pas de façon, comment dire, quelque chose qui émane, qui Plotin parle de procession, c'est comme ça qu'on dit. Procède d'une chose, après, elle ne reprend pas tous les attributs de la chose qui la précède. Donc il y a des choses qui sont laides, des choses qui sont multiples, alors que ce qui est à l'origine, selon Plotin, c'est le 1. Donc, effectivement. Alors, ce que diraient les. Parce que c'était dans l'ère de l'époque de se demander justement, sur cette question, comment les choses, elles procèdent des choses antérieures. Alors, la réponse contre laquelle Plotin se bat, c'est de dire, alors à chaque émanation, il y a un manque de perfection, et puis il y a du mal qui s'installe, ce qui fait que plus on avance dans les émanations, plus les choses sont mauvaises, et donc à la fin, tout est mauvais. Ça, c'est ce que dit les gnostiques. Et c'est là contre, il y a plusieurs traités contre les gnostiques, donc on sait que ça c'est une des choses contre lesquelles Plotin veut se battre, une des visions. Alors, mais comment les choses peuvent procéder du bien, du beau, etc., tout en n'étant pas parfaitement belles, ça c'est encore une question difficile. Alors déjà, avant de se demander exactement comment la transition se passe de la beauté vers les choses belles, est-ce qu'il y a quelque chose antérieur aux choses belles qui serait de la beauté? Qu'est-ce qui fait apparaître beau les corps, qui suspend le trouillis aux sonorités lorsqu'elle les trouve belles? Et comment tout ce qui dépend immédiatement de l'âme peut-il être beau? Et partant, est-ce par un seul et même beau que toutes ces choses sont belles? Y a-t-il une beauté dans les corps et une autre en autre chose? Et alors, que sont-elles ces beautés? Où est-elle cette beauté unique? Bon, ça, c'est des questions qu'on se soulevait déjà. C'est vrai qu'il donne pas forcément de réponse et il est quand même pas du tout dogmatique. Parce que pas encore. Après, il va venir, là, il soulève les questions. Mais c'est vrai que j'ai lu tout le traité. À la fin, en fait, il n'en vient à aucune question. Enfin, il pose la question, il dit pas est-ce que le beau est le bien ou est-ce que le beau est une autre chose que le bien ou est-ce que le beau est la même chose mais dit d'une autre façon. Il dit quand même, c'est dogmatique, il y a quelque chose qui est antérieur à toutes les choses belles, qui est la beauté. Ouais, c'est vrai que je crois qu'il doit le dire. Ou s'il ne le dit pas, c'est parce que c'est trop évident que c'est ce qu'il pense. Vas-y, tu peux lire. Toujours la première ligne, là. Oui. Il y a, en effet, d'une part des choses belles qui ne le sont pas du fait de leur substrat et par participation. Par exemple, les corps, et, d'autre part, des beautés qui sont belles par elles-mêmes, comme la nature de la vertu. Tu veux commenter? Alors c'est clair. C'est vrai que tu crois que c'est... C'est ça, c'est l'idée. Alors, choses qui sont belles qui ne sont pas du fait... Par exemple, le statut est belle. Est-ce qu'elle est belle du fait de son substrat, qui serait la matière? C'est la matière, c'est donc la marbre dont la statue est faite qui rend la statue belle, ou bien est-ce que c'est autre chose? Dire qu'il peut y avoir une matière quelconque et qu'il y a une très belle statue, donc c'est autre chose. Donc c'est par participation à la beauté, et les corps sont de la même chose, tandis que... C'est l'argument de la statue, à mon avis, c'est un des plus... des plus convaincants pour dire que c'est les formes qui sont belles. Mais la vertu, c'est en elle-même, tandis que la vertu, c'est ça, en elle-même, c'est pas participation. On continue. Les mêmes corps, en effet, apparaissent parfois beaux, parfois non. Du fait qu'être des corps est autre que le fait d'être des corps est autre que le fait d'être beau. Mais qu'est-ce donc que cela qui est présent dans les corps pour les rendre beaux? C'est cela assurément que nous devons examiner en premier lieu. Par quoi donc le regard des spectateurs est-il ému? Qu'est-ce qui le tourne vers lui, l'attire et fait que l'on est charmé par cette vision? En trouvant cela et en l'utilisant comme un échelon, nous pourrons vraisemblablement comprendre le reste. Bien sûr, tout le monde, ou presque tout le monde, affirme que la proportion des parties, les unes par rapport aux autres et par rapport à l'ensemble, ajoutée à l'agrément des couleurs, produit ce qui est beau pour la vue.
Pour ces objets visibles, et pour tous les autres, être beau, c'est être bien proportionné, et tout à fait conforme à une mesure. Alors ça, c'est la théorie qu'on a déjà parlé, qui est le beau, c'est la symétrie, c'est l'harmonie des choses. Et donc ça, c'est... Il s'y oppose après. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non. On va continuer. C'est vrai que... Donc ça, c'est la théorie qui est par exemple soutenue par les stoïciens, qui est le lieu commun sur la définition de la beauté. La proportion. La proportion, la symétrie. Très terrestre. On commence à dire pourquoi, Plotin commence à argumenter contre cette thèse. Le tout sera beau, alors, donc, de ce point de vue, rien de simple ne sera beau, mais seulement nécessairement ce qui est composé. Ce qui compte sa théorie. Non, parce que lui, le 1, c'est la source de la beauté, donc le 1 est toutes les... Mais après, comme on a dit, il y a des choses qui semblent assez évidentes, c'est qu'il y a des choses très simples, très pures, une belle lumière, un laser qui peut être très beau. Je ne peux pas dire que c'est une composition. Le tout sera beau, alors qu'aucune des parties par elle-même ne sera belle, puisque chacune doit être en rapport avec le tout pour devenir belle. Il faut pourtant que si le tout est beau, les parties le soient aussi. Bon, c'est pas un argument ça, très convaincant si on est... Une totalité de parties belles n'est certainement pas faite de parties laides. Tout ce qu'elle contient est beau. Une composition de choses laides, faire quelque chose de beau. Pour imaginer, non? Il peut y avoir des choses laides dans quelque chose de beau. Après, pas nécessairement tout. Enfin, j'ai de la peine à imaginer quelque chose de totalement beau alors que toutes les parties sont laides. Mais par contre, une partie de ces parties sont laides. Alors dans ce cas-là, oui, typiquement un être humain. Enfin, un être humain peut avoir des parties de son corps qui sont moins belles, mais au final, on trouve quand même cet être humain beau. Voir ça rend plus beau parce qu'il donne un charme. Ouais, je pense qu'on peut continuer à utiliser le mot beau, à mon avis. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'une beauté trop parfaite, ce sera moins belle qu'une beauté qui aura un petit défaut qui... C'est vrai, ça. Mais je pense surtout au cinéma, dans ce cas-là. Il y a tellement de films qui sont basés sur des drames, donc tu as plein de trucs horribles qui se passent. Mais l'image est toujours belle aussi. Ouais, alors il y a les images qui sont magnifiques, mais aussi peut-être, là c'est vrai que c'est plus le propos, le montage. Oui, c'est vrai. Et s'il n'y avait pas ces parties, ce drame, peut-être le drame a quelque chose de beau aussi. Mais quand il est dans un tout, mais elle est faite par plein de parties qui peut être horrible, quoi. Le drame, c'est après c'est pas c'est vrai que le drame, c'est le mal un peu qui arrive. Enfin, c'est le mal que subissent les êtres humains. Voilà. Le drame, c'est la trame dramatique. Ouais. Non, c'est vrai qu'après on peut réfléchir sur le mal, le drame, le malheur, les choses. Ouais, je parle vraiment niveau un film, quoi, ou un théâtre. Ouais, mais disons que le théâtre, où c'est vrai que c'est nous. Enfin, c'est la théorie, enfin, bon, ça c'est aussi. Comment dire, de la tragédie grecque, par exemple. Disons qu'on aime bien voir les mots humains qui sont représentés à leur paroxysme. C'est pour ça qu'on aime bien voir des rois qui s'assassinent en famille, parce que nous on le fait pas, mais eux ils sont obligés de le faire quelque part. Et ils vont jusqu'au bout des sentiments et des actions qu'induisent les sentiments. Ouais. On peut même sortir de la thématique des films. Enfin, si on prend une thématique actuelle, des tueurs en série, typiquement avec le documentaire sur Jeffrey Dahmer qui va sortir sur Netflix. Comment il s'appelle? Jeffrey Dahmer. Ah ouais. C'est un tueur en série cannibale, un type totalement horrible, mais il y a une fascination pour ce gars qui montre que finalement, même dans les choses horribles, il y a des êtres humains qui nous attirent quand même un peu. Ouais. Comme quand t'aimes les méchants, tout le monde aime les méchants, les trucs, et tu vois quelque chose qui nous attire dans le mauvais. C'est peut-être justement la preuve que
c'est que c'est pas que quelque chose nous attire, c'est pas la preuve que quelque chose est beau. Parce que il y a des choses horribles qui nous attirent, comme on va pas dire que la vie de Jeffrey Dahmer est belle. Sinon, qu'il n'existe rien de horrible. Il existe plein de horrible. C'est un petit peu plus, Tout est beau. un petit peu plus imprudent. Tout est beau. Qu'il existe quoi? Rien d'horrible. Rien de moche. C'est une théorie que tout est beau. En fait, c'est la théorie que t'as dit au début. Je viens d'annoncer là comme ça. Ouais, qui est pas mal, c'est tout est beau. C'est le pire truc. Tout est beau. C'est comme une. Vous voyez le peintre Francis Bacon, il fait des trucs bien glauques, quoi. Ouais. C'est le philosophe. Moi, je trouve ça très beau. Moi, ça m'intéresse beaucoup, je suis là. Ça me touche beaucoup. Ça te touche, mais ou bien c'est beau. Non, Ou alors c'est la même chose. En tout cas, c'est fondamentalement ce que j'appellerais de la beauté, différemment qu'un beau paysage. Mais je suis là et je suis fasciné et j'ai un sentiment esthétique, je dirais. Sentiment esthétique. En tout cas, ce serait un. Esthétiquement, c'est beau. En tout cas, il y a quelque chose de toi qui trouve que c'est quand même beau. Bon, alors continuons. Mais peut-être, moi j'avais une théorie pour expliquer votre perversité. C'est que je pense que notre société vit dans l'inversion et ayant été gavée par 20 siècles de recherche du beau, est fasciné par le lait, l'horrible, et c'est l'esthétique du lait en fait. Les gens veulent trouver, disons que c'est vrai que le beau peut aller dans le kitsch et c'est pour ça qu'à un moment on en avait marre du beau. Enfin, je pense qu'il y a eu un épuisement quoi, avec la fin dans l'art de l'art classique. Et aussi, on savait pas comment représenter le beau, sinon par justement un peu tout ce qui est classique, néoclassique, c'est une tentative de réinstaurer le beau, de le retrouver, mais bon, c'est un beau, en fait, c'est les signes du beau, parce que justement, c'est parce que c'est que le beau. Je réfléchis en parlant, mais c'est vrai que... Après, il y a différents types de sentiments. Moi, je fais c'est sentiments esthétiques que beau, parce que... Mais parce que tu vois, en fait, on a voulu trouver. Je pense qu'on est fasciné par cette théorie aussi, et qu'en fait, du coup, on va chercher on va faire du néoclassique, et puis en fait, c'est pas beau, et on veut autre chose, et on est déçu par le beau, et on est on sent on est orphelin du beau, je pense. Donc, sentiment esthétique. Non. Tu voulais dire Parce que c'est ça, quand même, le grand défi des platoniciens, c'est de dire justement, mais non, c'est les sensations esthétiques, tout ça d'accord, mais c'est très bas, il y a quelque chose derrière. Après, il faut les arguments, c'est ça. Mais tu penses vraiment qu'on est orphelin du beau, ou est-ce qu'on a juste retrouvé le beau ailleurs? Dans le sens que le beau, il n'a jamais été vraiment à quelque part de précis, mais qu'il a toujours été un peu partout, et qu'on a pu le retrouver à un endroit différent. Et finalement, c'est pas nécessairement une dérive, mais juste une manière différente de comprendre le beau. Ouais, je pense que c'est une manière. Mais disons que notre beau est plus contradictoire qu'avant. Mais je pense qu'il est de plus en plus contradictoire. Et puis dans les années 50, mais ma grand-mère, elle avait un sentiment esthétique beaucoup moins pathologique que le mien. C'est-à-dire, elle trouvait beau l'acropolis, comme le grec que j'imaginais qui trouvait beau l'acropolis. Ma grand-mère était comme les Grecs. Et c'est vrai que j'étais frappé de voir que ma grand-mère était comme ça. Ma mère, qui était un peu 68arde, elle aimait bien les monstres aussi, elle est devenue psy, tu vois. Donc, tu parles toujours de bâtiments, de choses comme ça, alors que je dirais, un des arguments de monstres aussi. De monstres, un des arguments de Plotin, c'est de dire aussi des choses pures qui sont belles. De l'or. C'est vrai, et c'est vrai que l'or aussi est plus simple et peut-être qu'il parle plus directement et c'est ça, illustre effectivement plus directement. Moi, je serais d'avis de dire que des choses qui sont justement résultent pas de composition sont plus belles que des choses qui sont belles uniquement par leur harmonie. Leur beauté est plus pure. C'est pas argumenté, mais c'est mon sentiment par rapport à ça. Il se trouve par chance être aussi celui de Plotin. Juste là, vu que j'y pense, vu qu'on est un peu là-dedans, est-ce que Plotin il trouverait. Il penserait que le sublime c'est du beau. Genre, le sublime c'est le sentiment des romantiques quand on est face à une mer déchaînée et qu'on se sent tout petit, vulnérable, et qu'il y a une sorte de beauté qui en émane, un peu existentielle. Donc très centré sur soi en fait, en tant qu'humain, en tant que. Si on était un géant, on n'aurait peut-être pas ce sentiment. Et ça c'est un truc. Je sais pas.
Parce que c'est quand même très centré sur l'humain. Ouais. Ah bah les romantiques, c'est le contre-pied de Plotin, c'est directement. Ouais, c'est ça. Le beau, enfin, je sais pas exactement ce que dit les romantiques. Parce qu'il pourrait aussi dire que ce sentiment du sublime, c'est quelque chose qui est particulièrement parce qu'il nous renvoie à quelque chose d'autre, qui nous renvoie par exemple à notre condition humaine, je sais pas. C'est ça. Ouais, tu vas intellectualiser, là, ça pourrait peut-être. Mais voilà. C'est aussi le contact avec l'infini, et peut-être qu'il y a un petit peu un contact secret avec le un suprême qui représente aussi l'infini, en fait. Si tu intellectualises, tu peux arriver à des trucs. Ouais, c'est parce pas que péjoratif, mais tu dis si tu intellectualises, tu peux tout imaginer. Non, c'est vrai que si tu dis le sentiment romantique du sublime, c'est du coup tu intellectualises là, tu te sens genre humain, tout petit au milieu d'un sentiment un peu existentiel. Alors c'est vrai que toi, à ton avis, c'est on a mieux accès à cette beauté qu'ils décrivent sans intellectualiser. C'est ça. Non, justement, je pense que c'est très intellectualisé. Ah, tu penses être intellectualisé? Ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est vrai que c'est assez bien décrit un truc. Enfin, quand il décrit un truc peu intellectualisé, c'est vrai que je pense que. Quand il y a un moment, il décrit et il efface une cascade qui tombe, et puis justement, il décrit le même sentiment. Il a écrit ça face à une cascade. Qui sont minuscules face à cette magnifique cascade d'eau qui semble, comment dire, utiliser toutes les forces de la nature pour s'éclaffer par terre de façon magistrale. Mais c'est un peu le sentiment de sa nullité, de l'immensité, mais en fait disons en même temps du fait qu'il n'est pas dans cette île, mais en même temps qu'il en participe. Enfin, je sais pas. Ouais, pour moi c'est du beau aussi. C'est du beau. Ouais, le beau conceptuel comme ça, c'est beau. Ouais, mais c'est un beau aussi qui, comment dire, où la nature se manifeste, où justement on sent sa force, peut-être, je sais pas, la beauté ou la bonté ou je sais pas. En fait, sa grandeur, le grand, en fait, c'est le grand. Et toi, t'aimes bien mélanger les choses. Le grand, c'est le beau, c'est le bien, c'est le juste, etc. Ces choses sont liées, mais elles sont pas identifiées non plus. Disons qu'elles sont vraiment à l'éclosion, au ras de la différenciation, juste après le 1 quand même. Disons, elles jaillissent de l'unité originelle quand même. Disons, c'est des valeurs positives, esthétiques. On n'a pas fini le premier chapitre. N'importe quoi, t'as raison. Bon, après, voilà. C'est un peu les mêmes exemples. C'est des exemples contre la théorie de la symétrie, de l'harmonie. Il y a l'or qui est pur, qui est beau, l'éclair. Il faut aussi un bel exemple. Je pense que tout le monde dirait qu'un éclair dans un ciel noir, c'est magnifique. Peut-être c'est aussi la composition dans un ciel noir. On pourrait lui objecter que l'éclair a des parties et que l'or, disons, s'il n'était pas différencié par les reflets, si on voyait uniquement une espèce de, disons, de morceaux d'or qui n'étaient pas distribués dans l'espace, enfin, ça serait impossible. Alors, regarde, ce blanc-là, il n'est pas très beau. Chez moi, je viens de refaire la peinture avec jeudi. Le blanc est parfait. Tu regardes, la couleur blanche est vraiment magnifique. On va dire que c'est une composition partie, c'est vraiment juste la pureté du blanc qui est beau. Oui, mais disons que c'est une surface qui apparaîtra avec des reflets qui seront distribués dans l'espace et qui, par cela même, disons, jurera avec la simplicité que Plotin exigerait pour sa preuve contre la proportion comme critère. On ne trouve jamais quelque chose abstrait de son contexte. On ne pourra jamais avoir d'exemple parfait. Ouais, justement, mais c'est vrai que je me disais aussi en lisant ça, peut-être ça contredisait en fait, parce que. C'est facile comme contradiction. Non, mais tu sais pas ce que je vais te dire, mais c'est vrai que. Parce que c'est juste que. Parce qu'il est en train d'argumenter, de dire la proportion qu'une partie de quelque chose beau
pour être, enfin comment dire, une partie, enfin une chose qui ne serait pas une, attends, je me perds. Non, ce que je veux dire, c'est que il a l'air de dire, quand il critique l'argument de la proportion des stoïciens, que en fait que le beau existe en soi, mais c'est vrai que dans sa façon de dire que le beau existe en soi, moi je me dirais... On peut aussi être stoïcien, dire que le beau c'est l'harmonie et qu'il y a quand même quelque chose derrière, une unité de la beauté. C'est pas la contradiction qui est élémentaire, c'est ces deux positions contre lesquelles c'est deux fronts différents de lutte, de polémique. Ok. Bon, je rassemblerai mes idées, ce sera peut-être plus clair par la suite. Alors là, voilà, maintenant on arrive un peu à ce qui pense vraiment à poser des questions directement. Bon, quelqu'un veut lire? Tu dis, tu veux lire? Il y a assurément. Voilà. En reprenant notre point de départ, disons donc que c'est à premier bord la beauté dans les corps. Il y a assurément quelque chose qui est sensible à première vue et l'âme en parle comme si elle y était unie, l'accueille en le reconnaissant et finalement, en quelque sorte, s'y ajuste. Donc c'est comme ça que lui il analyse le sentiment esthétique, c'est l'âme qui, donc lui dit, c'est pas un sentiment, mais ce qu'on appelle sentiment esthétique, c'est l'âme qui s'ajuste à ou bien qui a une parenté avec le beau. Mais c'est pas une argumentation, c'est juste comme il décrit la chose pour dire que le sentiment esthétique comme essence du beau est une illusion. C'est pour ça que plus tard il dit que en fait on devient aussi un peu, on participe de la beauté dès qu'on capte le beau un peu. Genre, on devient un peu beau nous-mêmes. C'est ça. Il le dit à la fin, je crois. Mais tu dis que t'as dit le mot illusion, quoi. J'ai peut-être prononcé ce mot. Ok. Mais disons en tout cas, c'est cette méprise qui serait de considérer que le beau consiste dans un sentiment esthétique. Ouais. Qui est une illusion, parce que c'est ce que pratiquement tout le monde pense et que lui dit que c'est pas le cas. Ok. Voilà, donc l'âme s'ajuste. Pardon? L'âme s'ajuste. Avant de l'argumenter, il faut déjà dire ce que tu penses. Donc là, il le dit déjà. Ouais. Continue la lecture. D'accord. Quant à la laideur, si elle la rencontre, elle la rejette, la repousse et s'en éloigne comme d'une chose qui ne lui correspond pas et qui lui est étrangère. Alors ça justement, là contre l'argument de Jeffrey Dahmer est vraiment assez saisissant, parce que là on a l'impression que la beauté et la laideur sont étroitement liées. Mais alors lui, il a une vision classique, c'est de dire qu'il y a deux choses deux aimants qui se repoussent. C'est quoi l'argument de Jeffrey Dahmer? Dahmer, tu sais que c'est le psychopathe qui est cannibale, qui se fait des plus horribles, et finalement il y a quand même une sorte de beauté qui s'échappe, qui émane de cette vie. Enfin, pardon. Nous disons donc. Nous disons donc que l'âme tournée vers la meilleure des réalités, lorsqu'il lui arrive de voir quelque chose qui est apparenté à la nature, qui est là, ou au moins une trace de cela, elle se réjouit, s'agite, revient à elle, se ressouvient d'elle-même et de celui qui lui appartient. Voilà. C'est une thèse lourde. Ça c'est bien néoplatonisme. Platonisme très. C'est plus du platonisme que du néoplatonisme. Enfin, disons. Ce qui caractérise le néoplatonisme, c'est l'âme qui se tourne vers les choses intelligibles comme la beauté et qui se reconnaît. Qui reconnaît et puis qui à partir de ça. Voilà. Bah c'est platonicien en même temps, quoi. C'est Platon un petit peu, comment dire, évolué. Ouais, Scribelli ne dirait pas ça. Il ne se souviendrait pas autant que ça de Platon. Ou disons, c'est pas aussi explicite
Ouais, enfin, mais disons que les âmes viennent de là-bas, enfin de là-haut, quoi, en fait. En tout De cas. là-bas. Quand je De parle de là-bas ou de là-haut, c'est un terme technique. Hein, c'est Ah, de là-haut, je veux dire. Ekei, ou là, oui, mais il dit les deux. Des fois Ekei, des Ah, mais ça peut être là-bas, là-haut. Prosto Anno. Là-bas, c'est toujours le monde des intelligibles. Mais là-bas, c'est kata ou c'est quoi? Ekei, Ekei. là-bas. Mais là-bas, ça veut dire comme nous, ça peut ne pas vouloir dire quelque chose de bas, comme chez nous. Non, pas ici-bas, mais là-bas. Ouais, voilà. C'est ça. Mais Ekei, il n'y a pas de notion de bassesse Non, comme dans notre là-bas. Ou là-haut, si tu préfères, mais. Voilà, ouais. Dans le monde, Ekei, c'est au-delà. Non, ce qui est l'autre côté de Ouais. l'autre côté du monde. Mais moi j'aime beaucoup cette partie. C'est pas très argumenté, mais en tout cas, je trouve ça très clair ce qu'il dit. Quelqu'un veut résumer? Bon, on va dire matérialiste de service. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire. Là, on n'est pas encore à la fin, donc ça avance un peu sur la fin, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence avec Platon. Parce que chez Platon, il y a aussi, donc il commence par des exemples matériels. Donc son interlocuteur dit ah, ce qui est beau, c'est une jeune vierge. Puis évidemment, Socrate va dire non, c'est pas ça. Puis il va dire ah, mais c'est de l'or, parce que si on en met, ça embellit les choses. Puis c'est pas ça. Puis c'est être riche, c'est être fort, etc. Et c'est jamais ça, et il arrive jusqu'au beau majuscule, disons, du monde des idées. Mais là, j'ai l'impression que chez Plotin, il y a un peu cette idée qu'il faut soi-même s'élever vers le beau, qui est, disons, une création divine, puis une sorte d'émanation du bien unique, etc. Et, disons, son argument de dire c'est en cherchant en nous-mêmes et en s'élevant vers le beau qu'on peut voir la beauté des choses. C'est aussi dire si des gens ne sont pas d'accord avec lui, il peut juste leur dire non, mais c'est parce que t'es pas assez beau à l'intérieur, t'es pas assez élevé vers le bien, etc. Donc Alors, c'est un peu. peut-être petite remise en place, disons. Nous, les continentaux, nous n'argumentons pas. Voilà. On dit les choses, puis quand elles sont vraies, elles s'imposent d'elles-mêmes. C'est pourtant, tu as bien argumenté. Hein? Tu as bien argumenté comment? J'aime bien argumenter quand mon esprit descend et est plus aussi pur. Quand mon esprit est pur, je n'argumente pas. En tout cas, est-ce que tu as très bien résumé? Je trouve que c'était une très bonne. En tout cas, j'aurais dit la même chose sur ce que pense Plotin. Après, est-ce que pense Platon? C'est difficile de tirer vraiment un dogme très, très clair de ce que pense Platon. Mais ce que tu as argumenté, tu as dit que c'était un petit peu un argument qui pouvait être, comment dire, qui était un petit peu subjectif, enfin que tout le monde pouvait le manier et puis attaquer n'importe qui en disant que son âme était laide. Mais après, tu vois, la question est complètement la même. Parce que Platon, la question est toujours qu'est-ce que le beau? Alors, voilà. Il dit c'est pas l'or, c'est pas ça, voilà. Alors, mais il commence depuis plus bas, Plotin. D'abord, quelles sont les choses qu'on dit belles? Pas ça. Il dit pas tout, il pose pas toute la question depuis ton blanc. Qu'est-ce que le beau? Mais il dit aussi qu'en fait... Il dit qu'il y a des choses belles, ouais. Mais il dit qu'en fait, quand dans le beau, on reconnaît notre âme, quoi, en fait. Ou l'âme reconnaît quelque chose d'en haut, je sais pas. Non, l'âme se reconnaît. Et puis c'est un travail, en fait, justement, hein, au fil du temps, en fait, c'est de rendre identique notre âme avec ce qu'on trouve beau. Et puis après, il y aura vers une sorte de dépassement de la barrière de la conscience, j'ai l'impression. En fait. Je dirais que la thèse, c'est... Alors, le beau, c'est ce que reconnaît l'âme en elle-même, ouais. mais de ce qu'elle a connu des intelligibles, des choses belles. C'est ça, ouais. Ça. Donc c'est une double chose. C'est sûr qu'il y a un truc introspectif, mais c'est plus c'est introspectif dans la mesure où on recherche quelque chose comment dire, c'est peut-être pas un souvenir, mais disons soit un souvenir des choses intelligibles, réminiscence, soit la recherche d'une parenté avec, voilà, une âme qui est laide, qui n'a pas de beau en elle, pour s'introspecter autant qu'elle veut, elle ne trouvera pas le beau.
Quand même que l'âme ait a priori une certaine parenté avec le beau. Ouais, mais je sais pas si. Ouais. Mais c'est toujours ça, c'est comme ça chez Plotin. Il y a l'âme, et puis l'âme qui regarde en dessus vers les choses intelligibles, vers le nous, puis ensuite qui compare avec le réel, qui crée les choses entre elles. Non? Ouais, je sais pas, non, c'est une pensée gnostique qui. Ouais, je sais pas si lui pensait aussi qu'il y avait des gens qui étaient uniquement matériels et qui avaient aucune chance de. Ouais, en fait, sans doute il pense ça, tout le monde devait penser ça aussi. Mais, tu vois, parce que les gnostiques, ils sont quand même un peu des extrémistes, parce qu'il y a ceux qui n'ont aucune chance de jamais remonter vers l'intelligible, et il y a ceux qui, au contraire, peuvent, d'un seul élan, remonter vers les pensées, alors que chaque fois, Plotin dit non, mais il faut être humble, comme ça on peut avoir des petites intuitions de ce que c'est, mais on va jamais l'attendre complètement, quoi. Bon, alors, pour finir ce chapitre, on va peut-être passer directement au dernier. Non, mais on a encore une demi-heure, là. Ouais, mais c'est le dernier est très grand. Ok. Nous disons donc que l'âme tournée vers la meilleure des réalités, lorsqu'il lui arrive de voir quelque chose qui est apparenté à la nature qui est là, ou au moins une trace de cela, elle se réjouit, s'agit, revient à elle-même, se ressouvient d'elle-même et de ce qui lui appartient. Elle me fait penser à un petit chien, là, elle s'agite comme ça, elle est toute contente. C'est un truc naturel. Mais c'est pas mal comme des tours de dialectique, de dire le beau, c'est pas une sensation, mais c'est quand même une activité de l'âme qui se tourne vers elle. Mais qui trouve le beau, mais en elle. Voilà. C'est un frétillement de l'âme. Hein. Enfin, disons que c'est le contact du beau cause un frétillement de l'âme. Disons, je dirais, c'est un terme pour moi, il n'oppose pas à une thèse subjective, peut-être la thèse purement objective, oui, alors, le beau est extérieur. Non, c'est quelque chose, le beau a une objectivité, mais qui se dévoile dans l'introspection. C'est intéressant comme même. Ouais, mais disons que l'âme est destinée à quand même. Très hegelien, je trouve. C'est clair, mais il a écrit. D'ailleurs, Hegel est assez. Il a écrit sur Proclus, non, c'est ça? Il a écrit ou c'est sur Platon, c'est dans son l'histoire de la philosophie. Ouais, mais il a écrit une thèse sur Proclus, sur Jamblique. Hein. Oui, ça. Je savais pas ça. Oui. C'est un magicien aussi, comme Proclus. L'année prochaine, il faut qu'on retourne à Hegel, ayons lu ça. Hegel magicien. C'était notre. Par quelle ressemblance avec les êtres de là-bas ceux d'ici sont-ils donc beaux? Comme ressemblance avec les êtres intelligibles de là-bas. C'est, disons-nous, en participant à une forme que ceux d'ici-bas sont beaux. Il faut bien dire que tout ce qui est sans figure, et qui par nature aurait dû recevoir une figure et une forme, elle l'est, lorsqu'il est privé de raison et de forme. Elle reste extérieure à la raison divine. C'est là l'absolu des deux. Matière sans forme. Voilà. Mais elle est aussi ce qui n'a pas été dominé par la figure et la raison. La matière, n'ayant pas accepté de se laisser complètement configurer par la forme. Voilà. Choses à moitié faites. Hein? Comme des choses à moitié faites. C'est ça. Ou ni faites ni à faire. Donc là, on revoit. Enfin, on comprend bien que la matière faut avoir assez proche de ce qu'on nous entend par matière, mais c'est. Donc là, c'est vraiment des concepts aristotéliciens. Le corps, une chose, est un ensemble de matières qui sont son substrat et de forme. Voilà. Mais il n'y a pas de. Enfin, disons. Une matière peut avoir plus ou moins de forme, mais disons, un corps ne peut pas être complètement dépourvu de forme. Bon, alors on passe, donc on était au premier chapitre du traité, où il a posé des questions, fait des éléments de réponse, montrer de quoi il s'opposait, et là on arrive au dernier, où là vraiment il se lâche. Donc on va sauter 7, je suppose qu'on dit directement ça, où il y a un des passages les plus connus de Plotin. Madé, ce que tu veux dire? Mais que... Alors, mais que voit cette vision intérieure? Donc là, c'est la vision
de l'âme qui se retourne vers elle-même pour trouver le beau. Ça. Dès qu'elle est réveillée, elle n'est pas du tout capable de voir les objets éclatants. Il faut donc commencer par habituer l'âme elle-même à voir les belles occupations, puisque les beaux travaux, non pas ceux des techniques, mais ceux des hommes de bien, comme on les appelle. Alors, elle pourra voir l'âme de ceux qui accomplissent ces beaux travaux. Comment donc pourrais-tu voir la sorte de beauté que possède l'âme bonne? Retourne en toi-même et vois. Ça c'est une des citations, c'est une sorte de citation d'un plusieurs là, quand même. Retourne en toi-même et vois. C'est un peu ce que je disais avant, donc t'es pas d'accord avec moi, bah, va voir chez toi à l'intérieur et puis. Parce que c'est très très bas argumenté. C'est loin des choses intelligibles. Les choses intelligibles, elles se montrent, voilà. Bon, on va finir la lecture, bien avancer un petit peu encore. D'accord, vous allez voir moi. Et si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme les fabricants qui doivent rendre une statue belle. Et enlève ceci, efface cela, polis et nettoie jusqu'à ce qu'une belle apparence se dégage de la statue. De même pour toi, enlève le superflu, redresse ce qui est tordu et, purifiant tout ce qui est ténébreux, travaille à être resplendissant. Ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la splendeur divine de la vertu et que tu vois la tempérance qui siège sur son auguste trône. Magnifique quand même. Hein. Ne cesse de sculpter ta propre statue. C'est un peu pompeux quand même, dans le trône. Ouais, je trouve que c'est pas trop les gens. C'est juste le siège, pas forcément le trône. Alors c'est le traducteur qui en a rajouté une couche. Pas comme vous, Parfroy. Parfroy. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Juste l'image, pas besoin d'être forcément la rendition philosophique. L'image de sculpter sa propre statue. Non, mais il y a comme un truc qui est assez intuitif. Bon, là, je suis très. J'adapte à aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a certaines beautés qui se révèlent que quand on est habitué à l'exercice, par exemple. Il y a des peintures ou des textes que plein de gens trouveraient chiants ou nuls, mais c'est en étant bien entraîné qu'on va trouver ça magnifique. Alors peut-être que Ulysse de James Joyce, il y a plein de gens qui trouvent magnifique, mais je pense qu'il faut avoir voulu, il faut avoir travaillé, il faut avoir un peu de bagage, quoi. Mais les nouveaux catholiques, c'est pareil. Mais c'est ça, justement, il y a un peu d'élitisme, mais qui est légitime, je pense. Pas n'importe qui peut accéder à certaines beautés. Certaines musiques aussi, la musique savante. Ouais. Oui, la musique classique. Le jazz, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Le jazz avant-gardiste, ça c'est. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est une musique de musicien, parce qu'il faut connaître les structures, donc après tu vois le truc qui fait pas ou qui fait différemment en fait de ce que normalement on fait, et puis en fait tu te rends compte de. Mais ça c'est vrai que c'est un argument quand même en faveur de l'existence séparée de la beauté. C'est qu'il y a certaines choses qui sont belles, mais qu'il faut. Leur beauté n'est pas visible tout de suite, il faut soi-même se polir, se sculpter pour en prendre. Mais l'existence séparée en tant que forme séparée dans l'au-delà. Oui. Ouais. Et puis que aussi, c'est pas seulement quelque chose de purement qui relève purement de l'association, parce qu'il y a des choses qui sont pas belles, puis tu regardes, tu regardes pas, moi je sais pas. Ouais, il faut faire. Moment, oui, quand même, c'est vrai. Bah, t'es dit son regard, quoi. C'est ça. C'est un travail sur soi et un travail d'initiation. C'est ado aussi, en fait. C'est le travail, la construction de soi. C'est aussi. Il y avait un c'est truc. aussi de devenir une belle personne. Ouais, Tu te remets en question, tu Ouais. réfléchis sur les actes, sur les choses, est-ce que ça c'était bien, est-ce que ça c'était pas bien, puis plus tu réfléchis sur tout, plus tu te remets en question, tu peux devenir potentiellement une belle personne. Je Tu as parfaitement décrit ce que le mec qui vient de citer à ado. Je vais citer Michel Foucault également. C'était quoi? Parce que c'était les techniques de C'est un construction. grand admirateur de ado. Hein. Moi? Non, Foucault est un Ouais, ok, pardon. Ouais. Alors qu'ils ont une image. Mais en même temps, en se sculptant, est-ce qu'on peut pas perdre aussi des fois la vision de certaines beautés? C'est-à-dire je suis d'accord sur le fait qu'on a une certaine beauté élitiste, mais après pour finir, en essayant de toujours rechercher cette beauté élitiste, il y a d'autres beautés simples, peut-être qu'on peut perdre
je suis tout à fait d'accord. Bah, tu vois, par exemple, on aime le rap d'abord, et puis après, on aiguise son esprit pour aimer la musique classique, donc on n'aime plus le rap. Alors qu'on se rend compte que ce qu'on pensait être la beauté, c'était de la. Juste qu'on n'admire plus la beauté dans le rap. C'est des slicks, ce qu'on pensait être la beauté, n'en est en fait pas. C'est-à-dire qu'on a changé. En plus, on a un grand rappeur parmi nous là. MC Porco. Mais c'est un peu l'exemple que tu disais, non? Bon, autre chose? Non, mais je t'ai coupé un peu au milieu de ta phrase. Non, c'est bon, pas quelque chose, c'était ce que j'avais à dire. C'était constructif. Ouais, ça me fait penser au. Bah, c'est un peu du. Le développement personnel aussi. Ça fait très développement personnel. Mais moi, je suis très favorable au développement personnel. Moi aussi. Mais tu ne te remets pas en question quand tu veux sculpter justement. Ouais, mais disons que ça, c'est un truc aussi que tout le monde. Tu peux parler un peu de Ado, puisqu'on en a parlé. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, disons que c'est vrai que Ado, justement, il a une thèse. Oui, c'est un spécialiste de la philosophie antique, voilà, et spécialement de Plotin. Ouais, et puis des stoïciens et des épicuriens, mais il avait tendance à dire que, en fait, toute cette philosophie hellénistique, et puis Plotin aussi, je pense, c'est vrai qu'il parle pas trop dans son bouquin sur les exercices de l'âme. Mais dans ses livres sur Plotin, il dit ça quand même. Oui, c'est vrai. Donc en fait, lui, il explique que toute cette philosophie hellénistique antique, je pense on peut dire. Antique aussi, même consiste avant de parler de thèses que l'on avance et que l'on argumente dans un mode de vie et des exercices qui servent justement à te grandir et à mieux te connaître et à devenir une meilleure personne. Elle connaît-toi toi-même, c'est la devise de l'oracle de Delphes. On continue? Ou bien vous avez encore des choses à dire? Est-ce que vous souscrivez à la thèse de Ado? C'est un peu plus difficile d'argumenter pour des gars comme Aristote, mais en fait c'est quand même... Enfin, on dit souvent... Non, il péripatétisait mais justement, c'est ça, mais pour Aristote... Oui? Tu peux finir. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui disent que Aristote ne cherchait pas le mode de vie? Si, justement, le mode de vie d'Aristote, c'est le mode de vie théorétique. C'est le fait de vivre uniquement pour la vérité. Non? Bah ouais, mais là, à ce moment-là, si c'est que ça, le développement personnel, ça annule un petit peu le côté exercice pour devenir meilleur. L'exercice, c'est de vouloir le vrai. Et d'aimer la Sophia. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, et puis leur côté péripatéticien, marcher c'est bien pour la santé. C'est vrai. Non, c'était pour libérer l'esprit. Ouais, voilà, mais c'est aussi ça, Je me demande, est-ce que ce serait possible que le christianisme s'inspirait de Plotin? Justement, que le beau c'est le Jésus et qu'on peut voir le Jésus en nous-mêmes, et laideur ça pourrait être l'enfer. En tout cas, je reviens aussi sur le cours de philo médiévale qui était avant. Du coup, c'est ce qu'on voyait, c'est que les néoplatoniciens, du coup, ils ont une grosse influence sur les débuts, en tout cas, de la philosophie médiévale qui quand même détermine après la manière de penser des chrétiens. Même déjà Augustin il faisait beaucoup Plotin. Tous les pères de l'Église, mais c'est vrai que dans le médiévaux aussi, mais c'est vrai que c'était. En fait, je ne vais pas parler d'influence, mais juste que en fait, c'est à la même époque que ces choses se sont forgées. C'est plus qu'une influence, c'est qu'en fait, quand on lit Augustin, en fait, ils ont tout pris dans l'argumentation en parlant de Dieu à la place du un, ils ont utilisé aussi beaucoup, c'est les néoplatoniciens qui ont inventé aussi la théologie négative, quoi, en définissant l'objet négativement, le un ou Dieu pour le magnifier, quoi, et ça marche bien, quoi, en fait, d'ailleurs il y a ça, c'est comme dans les films, quoi, quand on voit pas c'est pas le bien, c'est le mal, mais quand on voit pas le méchant, en fait, il en est plus magnifié par le fait qu'il est bien
il est bien esquivé, il est bien prétérité, enfin, il est bien... Le manichéisme qu'on prête, qui est après venu un peu dans l'Église, l'opposition du diable et de Dieu, voilà, du bien contre le mal, de Dieu contre le mal. Ça, je pense que ça vient justement plutôt des gnostiques. Ça, c'est parce que il n'y a pas d'opposition aussi frontale, disons, je pense, chez nous platoniciens. Mais pour répondre à ta question, oui, tout ça s'influence. Donc, c'est là, on est au IIIe siècle, donc c'est vraiment. Voilà. Après, il y a beaucoup de polémiques entre les néoplatoniciens et les chrétiens. Il y a eu des traités contre les chrétiens de la part des néoplatoniciens, qui s'appellent comme ça, contre les chrétiens, contre les gnostiques, et puis des chrétiens qui ont écrit contre les néoplatoniciens. Mais c'est vrai que c'était la même époque, il y avait des idées dans l'air, il y avait des influences réciproques, etc. Mais ils ont beaucoup influencé justement sur tous les débats sur qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce qu'est le Christ, la christologie, enfin, les questions sur la nature du Christ, est-ce qu'il est deux, une personne ou trois personnes, est-ce qu'il est humain, est-ce qu'il est divin, et effectivement, en fait, donc tous les pères de l'Église, en fait, d'ailleurs des pères de l'Église étaient en fait des néoplatoniciens, en fait. Bon, après, une des grandes différences, c'est la question du démiurge. Voilà. Est-ce que le démiurge, celui qui crée le monde, est la chose la plus haute dans la hiérarchie des êtres? Ça, c'est marrant. Alors, pour les chrétiens, oui. Et pour les gnostiques, les néoplatoniciens, non. Le démiurge vient après. Parce qu'il est trop compliqué. Parce que créer quelque chose, que quand il crée, il y a déjà un élan, une modification. Donc le démiurge est forcément ne pas être simple, forcément. Ah. Voilà. Puis ce qui est simple, plus quelque chose est simple, plus il est haut dans la hiérarchie des êtres. Et donc, Dieu, le démiurge n'est pas identifiable à l'un. Et ils vont dire même, je ne sais pas si c'est tous, mais qu'en fait, c'est une théorie dans le Timée de Platon, qu'il y a un modèle qui existait du monde tel que le démiurge l'a construit. Et je pense que tous les derniers platoniciens disent qu'en fait, le modèle est au-dessus de Dieu, en fait. En fait, Dieu ne fait que, le démiurge ne fait que reproduire un modèle qui lui existe. Ouais, et qui est supérieur dans la hiérarchie des êtres. Bon, continue. Et je veux te dire. En tout cas, tous les. Enfin, on sait que Augustin a beaucoup lu Plotin, et puis lui le citait son polémique. Alors. Qui n'a pas encore lu? Alexandre. Je suis le premier, mais j'ai lu un seul paragraphe. Ah oui, c'est vrai. Je veux bien. Même relis alors. Alors, si tu es devenu cela et que tu te vois dans une telle disposition, alors tu es devenu pur et il n'y a plus aucun obstacle qui s'opposerait à devenir ainsi un. Tu n'as plus dans ton rapport à toi-même un autre élément qui se mélange à toi, mais tu seras devenu alors entièrement une unique et authentique lumière. Je continue. Vous arrêtez sur la lumière. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il entendait par là. Parce que ça a une. En tout cas, c'est sûr que c'est une connotation d'existence mystique. Par la lumière, ça revient souvent. Ben, il peut se purifier, cette lumière, c'est comme l'or un peu. Hein. Il parle souvent d'or et puis de purification et que l'or est beau quand il n'y a plus de cailloux. Je ne sais plus avant ou après qu'il y a ça, je crois. Et puis, il y a aussi l'idée de la lumière du soleil et puis sans doute. Qui éclaire les. Mais en fait, c'est aussi que tu es en fait, tu es devenu toi-même lumière qui regarde la lumière, donc vous êtes une espèce de, comme il disait, que le beau, tu es devenu ce beau que tu aspires à être par cette purification, et donc tu émanes comme lui émane, et vous êtes content, vous êtes deux émanations qui se confondent et qui deviennent une. Ce qu'on peut dire au moins sur la lumière, c'est qu'en tout cas,
C'est pour ça que la représentation qu'ils faisaient, c'est que quand on regarde quelque chose, il y a une lumière qui vient du corps, mais aussi une lumière qui sort de l'œil pour aller dans la chose. Ça fait pas. Mais c'est ce que croyait Aristote, non en fait. Oui, en tout cas, c'est ça. Des choses qu'on peut dire. Donc c'est un. Comment dire? Il y a déjà à l'origine dans leur physique quelque chose qui tend vers ça. Oui. On continue. Elle n'est pas mesurée par une grandeur ou un contour qui en limiterait l'éclat en l'amoindrissant, ou au contraire par son illimitation, on pourrait augmenter l'ampleur. Elle est absolument sans mesure, comme peut l'être ce qui est plus grand que toute mesure et supérieur à toute quantité. Si tu deviens cela, tu pourras te voir. Et, je continue. Étant devenu une vision, aie confiance en toi, car même ici-bas, tu es dès à présent parvenu à monter, et tu n'as plus besoin qu'on te montre le chemin. Le regard tendu voit. Voilà ce que je réponds à cette argumentation comme toi. Quand on a argumenté, il suffit que je te montre la chose et puis que ayant vu le vrai, oui. Puis sinon, tu es quelqu'un de mesquin, de pas voir, parce que tu es un être chtonien. Comment on dit? Disons ça, tu veux dire comment ils disent les gnostiques, c'est là. Ouais, un ulique. Ulique, voilà. Mectonien, c'est pas mal, ça peut penser à Lovecraft. Bon, c'est vrai qu'il faudrait, comme on l'a dit, c'est relié, en tout cas, cette pensée liée à la physique de l'époque. Peut-être un de nos travaux qu'on aurait à faire pour remettre à jour la théorie, ce serait d'en parler avec des conceptions qui sont plus proches des nôtres. Mais je pense que c'est possible. On peut toujours dire pas parler d'une. Je sais pas ce qu'il faudrait dire sans. Parce que la lumière, voilà, c'est un. Mais en fait, les yeux, il va avoir une plus grande ou plus petite intensité qui est. Je sais pas. Mais c'est peut-être. Enfin, disons que c'est vrai que. Mais je parle pas seulement des yeux, mais c'est lui qui parle de la lumière. Et on pourrait dire, je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut dire. Ouais, je sais pas, ce sujet. Peut-être qu'il faudrait juste inventer des nouveaux mots, parce que c'est pas des choses de façon. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est des théories qui est quelque chose qui soit de quelconque façon prouvable ou réfutable par des expériences physiques. Donc, puisque maintenant la lumière c'est un phénomène physique très précis, on a trouvé d'autres mots. Parce qu'on n'est pas dans le domaine du scientifique. Ouais, mais disons que la lumière aussi comme symbole, c'est assez. Comme ça, oui. Enfin, ouais, mais le savoir, c'est le. Mais tu vois, on parle quand même d'entité là, donc il faudrait avoir un mot pour parler de cette entité, pas seulement un symbole. On pourrait trouver un mot. Moi je pense que ça existe, des trucs genre kénos comme ça qui ont été repris par le christianisme. Mais en fait, parce que là c'est vraiment en fait. Là, on peut parler du fausse. Voilà. Mais disons que c'est ce que font les mystiques, c'est l'union avec Dieu, là, quand même, c'est ça, quoi, en fait. Ils postulent qu'il y a un chemin, comme ça, pour... C'est un peu comme la scientologie aussi, non? Exactement. T'as les niveaux, puis à la fin, t'as les pouvoirs. C'est l'époque platonicienne. Mais disons que c'est clair, tu vois, c'est aussi les mystiques, en fait, c'est par le chemin, en fait, c'est clair que le chemin mystique, c'est un chemin qui peut... servir à manipuler des gens ou à faire une communauté mystique dont on tire de l'argent, des choses comme ça. Ce qu'on pourrait faire, mais qu'on ne fera pas ici. Une fois que nos brebis seront multipliées, peut-être qu'on aura de l'argent. Mais pas encore. Mais non, mais c'est vrai que tout de suite pour faire un commentaire sur le mot mystique. C'est très approprié, en plus le terme apparaît souvent, pas trop chez Plotin, il y a 2-3 occurrences du terme mystikos, et c'est vrai qu'on peut revenir là-dessus, d'où ça vient. Tu veux expliquer toi ou tu veux...
La mystique, le mystère. Ah, les mystères. Hein. Mystère. Bah, en fait, mais c'est vrai que en même temps, ça vient des mystères, mais je saurais pas Donc, dire. mystique, c'est l'adjectif qui est relatif au myste. Et le myste, c'est la personne qui participe au mystère. Hein. Les mystères, alors à la base, c'est un culte très précis. C'était plusieurs cultes en Grèce. Il y avait les mystères, les grands mystères, le mystère d'Éleusis, mais c'est plus connu, le mystère de Déméter, etc. Les trucs orphiques aussi. Aussi, exactement. Alors, justement, mais après, ça s'appelle pas exactement mystère, je crois, pour avoir fait. Après, on peut dire que c'est mystique, je pense. Voilà. Donc, le myste, c'est quelqu'un qui, justement, comme tu disais, qui doit monter les échelons petit à petit de la connaissance pour arriver de plus en plus vers le vrai. Les néoplatoniciens aussi tardifs considéraient que Platon et Pythagore, c'était les grands époptes, donc l'époptie, c'est le rang suprême des mystères. Et c'est ceux qui conduisent les mystes, non, qui leur font faire le chemin. Voilà. Donc on est vraiment dans un truc mystique, sectaire. On appelle mystagogues aussi, ceux qui conduisent les gens. Les mystagogues, c'est qui conduisent les mystes. Les mystes, ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment, pour aujourd'hui, c'est un peu flippant. Ça fait tout de suite penser à la scientologie. Ouais, c'est vrai, moi, je peux te dire que ça. Ouais, mais disons, il n'y avait pas d'institution. Lui, il n'était pas. Non, mais la scientologie, c'est oui, les autres, mais non, mais c'est vrai que les mystères, en fait, c'était des trucs vraiment comme ça, et c'était du sérieux. Et puis Socrate, enfin Platon fait dire à Socrate que voilà, il faut aller voir, on peut rien dire, mais qu'après ça nous change la vie, puis qu'on est complètement différent. Et donc là, on peut avoir la raison pour laquelle c'est ça, à mon avis, faire de la philosophie continentale, c'est être un myste. C'est juste vouloir prendre en vue des choses plus élevées. C'est pas arriver à une conclusion par des arguments, c'est juste voir des choses de plus en plus lumineuses. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est ça. Je sais pas si je plaide pour ma cause, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Mais non, c'est bien, je trouve pas mal. On arrive un peu. Bon, on arrive gentiment à la fin, du coup, on finit de lire. Elle n'est pas mesurée par une grandeur, on a lu. Ouais. On était arrêté à la voix, on avait tout lu. Bah, il reste 3 paragraphes. Ah, pardon. C'est marrant parce qu'il dit qu'elle est infinie, mais il dit qu'elle n'a même pas d'illimitation, quoi. C'est pas pour dire plus là. Tu veux que je continue? Ou bien, je sais pas. Elliot, tu veux lire? Non, je vais aller voir. Donc, à celui qui voit. Celui qui voit en effet doit s'être rendu apparenté et semblable à ce qui est vu, pour parvenir à la contemplation. Assurément, jamais l'œil ne verrait le soleil sans être devenu de la même nature que le soleil. Et l'âme ne pourrait voir le beau sans être devenue belle. Qu'il soit d'abord totalement divin et totalement beau, celui qui doit contempler le Dieu et la beauté. En s'élevant, en effet, il arrivera d'abord à l'intellect où toutes les formes sont belles et dira alors que c'est cela le beau, les idées. Toutes les choses sont belles grâce à elles qui sont les rejetons de l'intellect. Ce qui est au-delà du beau, nous disons que c'est le bien qui place au-devant de lui le beau. Dès lors, si l'on tient une formule générale, le bien est la première beauté. Mais si l'on distingue les intelligibles, on dira que le beau intelligible est le lieu des idées, et que le bien est au-delà et qu'il est la source et le principe du beau. Sinon, on placera au même niveau le bien et le beau. Ce qui est sûr, c'est que le beau est là-bas. Bah, c'est vrai que la fin, quand même, il est quand même assez pas très dogmatique, je trouve, là-dessus. Il aurait pu dire que c'est ça et pas ça. Bah, il est pas dogmatique là-dessus pour l'être encore plus. Oui, c'est stratégique. Ouais. Alors ça, je sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le beau est quelque chose de notre monde. Voilà. Bon, est-ce que vous avez été convaincu que le beau ne relève pas du sentiment esthétique, ni de l'harmonie des parties? Moi, je trouve que ça ne fait pas particulièrement de doute, enfin, ce qu'il dit là, Platon, sur le fait qu'il y a nécessairement un beau qui est séparé du sujet qui vit le beau. Enfin, je trouve que c'est pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur pas son argumentation, mais sur son texte.
Donc, du coup, C'est monstratio. voilà. J'ai déjà vu mieux en matière de convaincant. Tu te trouves plus convaincant Platon ou Armstrong ou un philosophe actuel? Non, par rapport au beau, le beau en général. Ouais, je sais pas, peut-être Platon. C'est vrai que Platon, il a un autre type d'argumentation pour dire un peu la même chose, enfin, un truc peut-être un peu moins structuré que ça. Moi, je suis pas enfin, en général, je suis pas trop d'accord avec Platon. Mais non, moi, je m'identifie plus à des philosophes qui sont contemporains. Par exemple, Nietzsche. Hein. J'ai un peu de peine avec Nietzsche. Je trouve qu'il a des bonnes argumentations, mais j'ai un peu de peine avec ses idées. Moi, j'aime bien ça, par exemple. Ok. Ça reste continental, c'est valide pour vous. Mais tout à fait, en plus, c'est un petit peu du sous Heidegger. Non, je plaisante, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que nous on connaît bien Heidegger, et puis c'est ce que Heidegger dit un peu de ça, mais c'est sûrement pas que ça. Et ouais. Mais c'est vrai que moi je me considère quand même un orphelin du beau. Je pense qu'effectivement on est comme ça et qu'on vit dans un monde qui malheureusement ne reflète pas la beauté que notre âme aspirerait à chercher, et que c'est en cela qu'on est des orphelins. Mais c'est un peu radical comme thèse. Je pense que je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce que, en fait, quand je lis ça, peut-être j'ai trop de degrés des siècles après de ce christianisme qui, je sais pas, je pensais à Max Weber, le protestantisme, qui est, je sais pas comment s'appelle le livre, mais qui est un petit peu le début du capitalisme. L'esprit du capitalisme. C'est un petit peu l'idée de, comme pour pouvoir éventuellement voir beau, il faut être au-delà de nous-mêmes, un petit peu comme le self-help book dans le monde capitaliste. Je le vois un petit peu. Le quoi tu dis? Le bon pour soi-même, c'est ça? Oui. Oui, mais qu'on ne peut pas le trouver tout de suite. On ne peut pas le trouver tout de suite. Et c'est là où je vois aussi que le beau, il est là-bas, dans le sens que le beau, il peut être aussi paradis, pour ce qu'on doit essayer d'attendre, mais on ne peut pas, parce qu'on n'est que les humains. Après la mort, peut-être? Oui, peut-être. Quand même, disons quand même. Bah justement, il dit que, disons qu'il y a moyen, mais il faut faire un effort, c'est une philosophie. Il n'y a pas moyen de l'atteindre, vraiment. On peut seulement s'en approcher. Oui, mais disons que de s'en approcher, bah lui, il avait des extases quand il voyait le beau, le bien, et il avait des... vraiment... C'est ça avec quoi je ne suis pas d'accord, qui nous pousse à faire quelque chose, en fait. Si tu vas rester dans le lait... Non, mais c'est peut-être que tu considères ce que tu appelles lait, le beau, et que tu te trompes. C'est justement comme il a dit que soit on est d'accord avec lui, soit on est laid. Ça me déplaît, parce que je... voilà. D'accord, très intéressant. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait un espèce de consensus, c'est vrai. Mais toi, t'es pas d'accord avec moi à l'époque, que tout le monde savait un peu ce que c'était le beau, mais que lui, c'est vrai qu'il y a son truc un peu mystique, c'est de dire que ça n'est que les signes et que ça va vous mener vers la source du beau, le beau en soi, et que c'est encore plus beau que le beau, quoi. En fait, même aujourd'hui, on trouverait des trucs où 99,9% de la population trouverait beau. Je suis sûr qu'on trouve des choses. Hein. Oui, mais c'est justement, ça indique, ça veut dire que tout n'est pas perdu, justement. À moins que ce soit, je sais pas, Justin Bieber. Mais non, c'est vrai que c'est pas mal son dernier titre. J'ai une deuxième critique peut-être, que je trouve que ce texte il est trop vague, justement, que trop de gens peuvent l'utiliser pour les mauvaises raisons. Des gourous, par exemple. Justement, en fait, je pourrais remplacer le beau avec Jésus, avec Nirvana, avec la science, avec l'argent, avec plein de choses, en fait, pour nous pousser à faire quelque chose, pour atteindre quelque chose qu'on veut. Bon, c'est vrai que pour défendre Plotin, on est arrivé directement à la conclusion. Il parle vraiment il argumente vraiment spécifiquement sur le beau dans les autres. Mais c'est vrai que c'est une conclusion mystique. Pardon ? Même le beau, il reste vague dans son explication. Ah, c'est assez clair, sa position. Le beau, c'est l'âme qui voit en elle-même ce qu'est
ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a emparenté avec les choses intelligibles. C'est comme Platon, mais avec une petite hiérarchie en plus. Hein. Mais c'est vrai que c'est recevable comme critique. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont inventé la théologie négative, en fait, c'est ça. Et la théologie négative, c'est effectivement, on pourrait dire, si on veut parler d'une manière objectiviste et qui met de côté, disons, est-ce que ça existe ou pas, c'est une manière, disons, de créer une fascination par rapport à un objet que l'on ne montre jamais et de sans cesse utiliser cette rhétorique qui fait que tout le monde est de plus en plus fasciné par cet objet. C'est vrai que si c'est bien fait, c'est comme dans les films de Hitchcock où tu vois jamais le mal qui agit et que c'est en ne montrant pas que la chose existe de manière suprême, quoi. Mais il en parle aussi de façon positive, du bien, du beau, là. Oui, mais c'est vrai que il parle beaucoup de... disons qu'en fait, il est quand même... disons que... Oui, il dit qu'il faut remonter, mais ce qui est positif, c'est ce que l'âme reconnaît en elle-même, donc c'est un peu un vide, c'est l'illumination, c'est des images aussi, c'est la lumière, en fait, dans laquelle baigne dans cette relation d'infini qui n'est même pas illimitée ou qui est... voilà. C'est forcé, c'est évident qu'on se retrouve, à parler de nos sensations, quelque chose de subjectif, ou à parler d'exemples, ce que la statue, etc., auquel Socrate répond, mais ça n'est pas beau, c'est quelque chose de beau. Et donc, là, ce qu'il fait, c'est aussi relier cette subjectivité à la valeur suprême, justement. C'est là que le piège se referme et que tout le monde y croit, quoi. Moi, je conclue là-dessus. Parfait. Alors, merci à tous d'être venus.